Les habitants du château ont tout essayé pour contrôler ces nuisibles. Les chats étaient la solution la plus courante et de nombreux châteaux employaient des douzaines de félins comme chasseurs de rats. Les registres de la Tour de Londres montrent qu'ils avaient autrefois un gardien officiel des chats. Les spécialistes originaux de la lutte antiparasitaire étaient payés en logement, nourriture et têtes de poisson excédentaires, l'équivalent médiéval d'un stage non rémunéré, avec des snacks gratuits. Certains châteaux utilisaient des furets ou même gardaient des hiboux à l'intérieur pour chasser les rats qui sortirent la nuit. Le contrôle des nuisibles médiévales consistait fondamentalement à rassembler une petite équipe d'Avengers animaux pour lutter contre la criminalité rongeuse. Cependant, malgré tous ces prédateurs, les rats gagnaient toujours. Leur capacité à se reproduire rapidement, un seul couple peut avoir jusqu'à 2000 descendants en un an, les rendait impossibles à éliminer. Certains propriétaires de châteaux payaient leurs serviteurs pour chaque queue de rat livrée, créant un système de primes médiéval. Les compétences du CV médiéval incluaient souvent celles de chasseurs de rats experts, en plus de polir les épées et de faire flotter les bannières. Les histoires de rats les plus amusantes proviennent d'événements formels. On dit qu'un roi français a jeté sa couronne sur un rat pendant son dîner de couronnement. Il n'a pas touché le rat, mais a touché un évêque important. Le rat s'est échappé indemne, tandis que l'évêque est rentré chez lui avec un vrai mal de tête et une histoire que personne ne croirait. Bien que les rats fussent des visiteurs indésirables, les propriétaires de châteaux amenaient parfois volontairement des animaux encore plus étranges pour impressionner leurs invités. Les nobles collectionnaient des animaux exotiques pour montrer leur richesse et leur pouvoir. Et beaucoup de ces créatures vivaient à l'intérieur des murs du château. De nombreux châteaux royaux abritaient des lions. Une forteresse avait un ours enchaîné dans la cour. Les lions, les léopards et les singes n'étaient pas seulement des objets d'exposition en plein air. Beaucoup vivaient dans des chambres spéciales à l'intérieur des châteaux. Imaginez essayer de dormir la nuit avec un lion qui rugit dans la pièce d'à côté. C'est mieux que d'avoir des voisins bruyants avec une télévision qui parle beaucoup. Une dame de la royauté avait un guépard comme animal de compagnie qui se promenait librement dans ses appartements. Le personnel du château vivait dans la peur constante de tourner au coin des rues, ne sachant jamais quand il pourrait faire face aux prédateurs rapides. Plusieurs registres mentionnent que des visiteurs ont refusé de passer la nuit lorsqu'ils ont appris la présence des habitants inhabituels du château. Les oiseaux étaient des animaux de compagnie, particulièrement populaires dans les châteaux. Les aigles et les faucons vivaient dans des chambres spéciales appelées mues. Les paons se pavanaient dans les terrains du château et leurs plumes colorées ornaient les grandes salles. Les paons étaient cuits puis remis en état avant d'être servis, uniquement pour le spectacle. La nourriture médiévale impliquait plus d'art et d'artisanat que de repas. Les vrais riches allaient au-delà des animaux exotiques courants. Les registres mentionnent un souverain européen qui avait une girafe dans son château. Un autre royal a reçu un éléphant en cadeau et a construit une structure spéciale pour l'abriter. Malheureusement, l'éléphant est mort après seulement 2 ans. L'Europe médiévale n'était pas idéale pour la faune africaine. Les singes servaient souvent d'animaux de compagnie aux dames nobles. Les primates plus grands, comme les babouins, pouvaient être gardés enchaînés dans la grande salle comme sujet de conversation. Dans un château, il y avait un babouin qui a appris à imiter les mouvements de bénédiction du prêtre du château, ce qui a provoqué un grand scandale. Certains châteaux gardaient même des crocodiles dans des chambres spéciales avec des bassins d'eau. À l'époque, le travail de guide touristique de château était beaucoup plus excitant. Et à votre gauche se trouve la salle du trône royal, et à votre droite, un reptile géant mangeur d'hommes du Nil. Ces animaux exotiques nécessitaient des soins particuliers. Certains châteaux avaient du personnel entièrement dédié à l'alimentation et à l'entretien de la collection d'animaux. Nourrir les carnivores était particulièrement difficile en hiver, ce qui rendait l'entretien des animaux de compagnie exotiques extrêmement coûteux. Des chambres cachées aux défenses intelligentes, des enterrements fantomatiques aux animaux exotiques. Les châteaux médiévaux étaient bien plus que de simples forteresses de pierre. C'étaient des mondes complexes, remplis de secrets surprenants, qui en faisaient les bâtiments les plus fascinants de l'histoire.
Pensiez-vous que les châteaux médiévaux n'étaient que de vieilles forteresses en pierre ennuyeuse? Détrompez-vous. Ces anciennes citadelles recèlent 10 secrets époustouflants qui vont changer tout ce que vous pensiez savoir. Le luxe caché, derrière les murs de pierre. Les seigneurs et dames qui vivaient dans les châteaux voulaient autant le confort que la protection, alors que les murs extérieurs étaient purement fonctionnels, avec des meurtrières et des trous de la mort. Les chambres intérieures étaient un monde de couleurs et de luxe. Les murs qui semblent vides aujourd'hui étaient autrefois couverts de scènes peintes aux teintes vibrantes de rouge, de bleu et d'or. Le confort était essentiel pour ces élites médiévales. Leur sol présentait d'élégantes carreaux importés de toute l'Europe, créant de magnifiques motifs. Les plus beaux châteaux avaient des fenêtres en verre, alors que le verre coûtait plus cher que l'or au poids. La plupart des gens ordinaires devaient choisir entre geler avec les fenêtres ouvertes ou suffoquer avec des volets en bois. Pendant ce temps, les habitants du château vivaient essentiellement dans des serres médiévales. Ces énormes cheminées que l'on voit dans les ruines des châteaux pouvaient brûler des arbres entiers et étaient maintenues allumées jour et nuit pendant l'hiver. Les immenses tapisseries accrochées aux murs n'étaient pas seulement décoratives. C'était un isolant médiéval, repoussant les courants d'air dans des pièces assez grandes pour contenir 3 maisons modernes. La grande salle accueillait aussi bien des festins royaux que des procédures légales. Les tables pouvaient s'étendre sur près de 30 mètres, 100 pieds, avec des arrangements de sièges stricts, où déplacer un siège plus près du seigneur était considéré comme une promotion majeure. Rien de tel que d'essayer de savourer votre vin importé coûteux tout en évitant les pigeons qui plongent à travers les trous d'évacuation de la fumée. Même les châteaux les plus luxueux n'ont jamais oublié leur objectif militaire. Les belles fenêtres cintrées étaient situées suffisamment haut pour que les flèches ne puissent pas y pénétrer facilement. Les sculptures décoratives dissimulaient souvent des caractéristiques défensives. Même les arrangements pour les repas étaient stratégiques. Les conseillers de confiance étaient assis, le dos contre le mur, tandis que les invités suspects étaient placés à un endroit où ils pouvaient être surveillés. Les constructeurs de châteaux étaient très habiles à combiner des caractéristiques utiles et mortelles avec une démonstration de luxe partout. Des escaliers. Conçus pour la bataille. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les escaliers de château vous donnaient toujours le vertige? Ce n'était pas seulement une mauvaise architecture médiévale. C'était une stratégie de combat médiéval à son apogée. Observez n'importe quel escalier en colimaçon d'un vieux château et vous remarquerez qu'il tourne presque toujours dans le sens des aiguilles d'une montre en montant. Ce n'était pas un hasard, c'était un truc de combat. Comme la plupart des attaquants étaient droitiers, cette conception les forçait à se battre, avec leurs bras armés écrasés contre le pilier central. Leurs coups d'épée finissaient par être aussi efficaces que d'essayer de faire du karaté dans une cabine téléphonique. Pendant ce temps, les défenseurs qui descendaient les escaliers avaient leurs bras droits à l'extérieur de la spirale, avec beaucoup d'espace pour bouger. L'avantage du terrain n'a jamais été aussi littéral. Certains châteaux ont poussé cette ruse encore plus loin. Ils ont construit des marches de hauteur légèrement différentes le long du même escalier. Les habitants savaient exactement quelle marche était défectueuse, mais les envahisseurs non. Un faux pas et vous dégringoliez les escaliers plus vite qu'un chevalier médiéval après 8 chopes d'hydromel. Le TripAdvisor original était en fait un architecte de château. Au château de Conwy, au pays de Galles, vous pouvez encore voir des taches usées sur les escaliers en colimaçon, où les gens ont marché sur les mêmes endroits sûrs pendant plus de 700 ans. C'est le plus ancien avertissement continu. Attention aux marches du monde, la partie vraiment intelligente. Certains châteaux avaient des escaliers spéciaux qui tournaient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ceux-ci étaient construits spécifiquement pour les défenseurs gauchers. Environ un chevalier médiéval sur 10 était gaucher. Comme aujourd'hui, les combattants gauchers étaient parfois particulièrement valorisés dans la défense des châteaux. Le premier avantage pour les gauchers dans la guerre médiévale, bien avant l'existence du baseball.
Ces escaliers tortueux n'étaient pas de simples éléments architecturaux, c'étaient des armes intégrées qui pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Secret. Bien gardé. Derrière les murs. Épais. Et bien que ces escaliers discrets empêchaient les visiteurs indésirables d'entrer, les murs du château cachaient un autre secret. Les murs épais ne se contentaient pas de protéger les châteaux. Ils dissimulaient souvent des chambres secrètes que peu de gens connaissaient. Les murs d'un château pouvaient avoir jusqu'à 3,6 mètres, 12 pieds, d'épaisseur, avec beaucoup de place pour cacher des pièces entières entre les faces de pierre internes et externes. Trouver les entrées était presque impossible, à moins de connaître le secret. Certaines s'ouvraient en tirant sur un certain chandelier ou en tapant sur une pierre spécifique. D'autres étaient cachées derrière des panneaux de bois amovibles qui ressemblaient à des décorations murales normales. Dans un célèbre château d'Europe, un passage caché reliait des grottes qui apportaient de la nourriture pendant les attaques, ce qui expliquait pourquoi les défenseurs ne manquaient jamais de provisions. Ces espaces cachés remplissaient différentes fonctions dans le château. Beaucoup étaient des routes d'évasion avec des tunnels menant à l'extérieur, vers un lieu sûr. Lorsque des invités indésirables apparaissaient sans préavis, les propriétaires du château se souvenaient soudain d'une affaire urgente qui nécessitait le tunnel d'évasion secret. Certaines chambres étaient des lieux où les seigneurs du château pouvaient écouter ce que les visiteurs disaient lorsqu'ils pensaient que personne n'était là. De petits trous et des gravures décoratives dans le mur permettaient au son de voyager vers des pièces cachées où quelqu'un pouvait entendre chaque mot. Les salles aux trésors cachés étaient très courantes. En cas de danger, les pièces d'or et les bijoux disparaissaient dans des espaces muraux qui semblaient de la pierre solide de l'extérieur. Ces cachettes fonctionnaient si bien que certains trésors sont restés perdus pendant des centaines d'années. Une personne réparant la muraille d'un vieux château en France a trouvé 400 pièces d'or d'une valeur de plus de 900 000 $ qui avaient été cachées depuis le 17e siècle. Les chambres secrètes les plus sombres étaient des cellules de prison, appelées oubliettes, d'un mot qui signifie « oublier », car une fois que quelqu'un y entrait, il était destiné à être oublié à jamais. Il s'agissait souvent de petits espaces sous des trappes où les prisonniers pouvaient être largués et abandonnés. Les bâtisseurs de châteaux médiévaux savaient garder des secrets. Ils ont créé les premières salles de discussion privées des siècles avant l'existence d'Internet. Aujourd'hui, des outils modernes comme le radar continuent de découvrir de nouvelles chambres cachées dans d'anciens châteaux, prouvant que de nombreux secrets restent non découverts après des centaines d'années. Les latrines, une arme surprise et un défi d'hygiène. Si ces espaces cachés gardaient les choses privées, certaines caractéristiques du château faisaient exactement le contraire. Ces latrines médiévales étaient généralement de petites pièces qui saillaient des murs du château, avec tout ce qui descendait directement par des conduits vers ce qui se trouvait en dessous. Souvent, le fossé ou simplement le sol. Il n'y avait pas de papier toilette à l'époque. Les riches utilisaient de la laine ou du chanvre, tandis que d'autres utilisaient des feuilles, de la mousse ou leur main gauche. L'étiquette de la latrine médiévale était simple. La main gauche pour se nettoyer, la main droite pour manger et les deux mains pour prier. Ne plus rien éclabousser. Au château de Douvres, certaines latrines des gardes se vidaient dans un puits central, tombant à 18 mètres, 60 pieds, sous terre. Les concepteurs de châteaux ont essayé de rendre les choses moins odorantes en plaçant les latrines sur les côtés venteux des châteaux. Certains avaient même de petites fenêtres pour faciliter la circulation de l'air. Vous savez que votre plomberie est mauvaise lorsque la conception de votre salle de bain dépend du beau temps. Le plus étrange, c'est que garde-robe signifiait en fait protecteur de vêtements, car les gens gardaient leurs beaux vêtements dans ces espaces de latrines malodorants. Ils croyaient que l'odeur horrible éloignerait les mythes de leurs tissus coûteux. Conseil de mode médiéval. Si votre tenue sent pire que la latrine, vous portez correctement votre tenue de soirée. Pendant les batailles, ces conduits d'évacuation sont devenus un point faible surprenant. Les ennemis grimpaient parfois par les conduits des latrines pour s'introduire dans les châteaux pendant les sièges.
Imaginez vouloir tellement conquérir un château que vous deviez ramper à travers des siècles de déchets sanitaires. Parlons de guerriers dévoués. Les longs sièges créaient des problèmes majeurs pour les latrines, des centaines de personnes étant piégées à l'intérieur pendant des mois. Les latrines des gardes débordaient. Pendant le siège du château de Gaillard en 1204, les défenseurs ont dû expulser les plus faibles parce qu'ils ne pouvaient pas gérer la situation. Les déchets tombaient dans un conduit qui s'ouvrait à l'extérieur du mur, souvent sur des personnes sans méfiance. À l'époque médiévale, un avertissement n'était pas seulement un conseil amical, c'était un conseil de survie en marchant près des murs du château. Les ponts-pièges, une entrée dangereuse. Bien que la technologie des latrines des châteaux soit assez rudimentaire, leurs entrées défensives étaient beaucoup plus avancées. Certains ponts-levis n'étaient pas simplement levés, ils étaient truqués pour s'effondrer exprès. Bien que la plupart des ponts de châteaux se contentaient de monter et de descendre, les ingénieurs médiévaux intelligents ont conçu des ponts-levis spéciaux avec des sections qui pouvaient tomber soudainement. Lorsque les soldats ennemis chargeaient sur ce qui semblait être un pont normal, les défenseurs tiraient sur des leviers cachés ou coupaient des cordes et, surprise, le centre s'effondrait. Rien ne gâche plus une soirée ensoleillée que le pont qui disparaît sous vos pieds au milieu de la charge. Au château de Caerphilly, des preuves montrent que son pont-piège pouvait s'effondrer en moins de 2 secondes, à peine le temps de dire « Oh non !» avant de tomber dans les douves. D'autres châteaux avaient moins des ponts basculants qui fonctionnaient comme des balançoires géantes et qui basculaient soudainement pour faire glisser les attaquants dans l'eau ou sur des pieux en dessous. Les ingénieurs médiévaux ont essentiellement inventé le toboggan et le toboggan aquatique, sauf que les leurs se terminaient par des lances au lieu d'une piscine. Le véritable génie est apparu lorsque ces ponts-pièges ont été combinés avec des herses, ces lourdes portes à pointe qui tombaient d'en haut. Les attaquants chargeaient à travers le pont, puis la herse s'abattait derrière eux, les piégeant entre les portes. Au même moment, le pont pouvait s'effondrer, coupant leur retraite. Une fois piégés dans cette boîte à meurtre, les défenseurs avaient de nombreuses options pour faire face aux invités indésirables. Les meurtrières et les trous dans le plafond leur permettaient de tirer des flèches ou de verser de l'eau bouillante, du sable chaud ou de l'huile brûlante. C'était comme une émission de jeu mortel où être éliminé était extrêmement littéral. Le château de Harlech a poussé cela à l'extrême avec 6 obstacles différents protégeant son entrée. Plusieurs ponts-levis, herses et portes créaient une course d'obstacles mortels pour les attaquants. Les douves. Un défi malodorant. Si ces ponts ingénieux protégeaient l'entrée principale avec des pièces mobiles et des chutes soudaines, le fossé entourant de nombreux châteaux n'était pas seulement rempli d'eau. Créer une douve d'eau nécessitait de trouver une source d'eau, de construire des systèmes pour maintenir son flux et de gérer le gel, les inondations et les algues. C'est beaucoup de travail juste pour faire une grande flaque d'eau autour de votre maison. L'option la moins chère était de creuser une tranchée et de la remplir de toutes sortes de surprises désagréables. De nombreuses douves sèches contenaient des pieux en bois pointés vers le haut, des buissons épineux et des chasse-marées, des pointes métalliques à 4 branches qui tombaient toujours avec une pointe vers le haut. Les concepteurs de châteaux médiévaux ont porté les panneaux « Ne pas piétiner l'herbe » à un tout autre niveau. Les douves vraiment dégoûtantes combinaient ces obstacles avec les déchets du château. Sans plomberie adéquate, de nombreux châteaux déversaient leurs ordures et leurs eaux usées dans les douves. La seule chose pire que de tomber dans un puits de pointe était de tomber dans un puits de pointe recouvert de la soupe de choux pourrie de la semaine dernière et du contenu des latrines. En temps de guerre, les défenseurs ajoutaient des os d'animaux aux douves sèches. Ce n'était pas pour la décoration. Les os brisés pouvaient créer des bords étonnamment tranchants. On dit qu'une forteresse du Moyen-Orient a rempli ses douves de serpents, ce qui pourrait être le premier cas enregistré de sécurité domestique extrême. L'odeur de ces filtres à ordures créait une autre couche de défense. Les armées en approche sentiraient le château bien avant de le voir. À l'époque médiévale, tomber dans les douves n'était pas seulement dangereux. Cela signifiait que vous auriez besoin d'au moins 3 bains avant que quelqu'un ne s'asseye à nouveau à côté de vous.
Les oiseaux et les rats adoraient ces douves à ordures, ce qui créait un autre problème pour les attaquants. Imaginez essayer d'avoir l'air féroce tout en combattant des rats qui grimpent sur votre armure. Les fouilles archéologiques sur les sites de châteaux ont découvert des milliers d'objets dans d'anciennes douves, armes, poteries, bijoux et parfois des restes humains. Une douve d'un château anglais contenait plus de 2000 objets du quotidien, prouvant que les gens médiévaux jetaient autant de choses que nous. Les douves sèches étaient également plus faciles à entretenir que celles remplies d'eau. Elles n'inondaient pas les champs pendant les pluies et ne gelaient pas complètement pendant l'hiver. Pour les propriétaires de châteaux pratiques, une bonne douve sèche remplie de débris était la version médiévale d'une sécurité domestique abordable. L'acoustique, des murs qui écoutent. Bien que ces douves malodorantes maintenaient les ennemis à distance, les murs de pierre du château eux-mêmes cachaient encore plus de secrets. Les couloirs de pierre créaient souvent des chambres d'écho naturelles qui transformaient les châteaux en systèmes de surveillance médiévaux. Dans de nombreux châteaux, les chuchotements d'une tour pouvaient clairement voyager vers un autre coin, grâce à la façon dont le son rebondissait sur les murs de pierre incurvés. Les pièces rondes étaient particulièrement délicates. Les mots chuchotés d'un côté pouvaient être parfaitement entendus sur le mur opposé, mais pas au milieu. Les architectes de châteaux créaient fondamentalement des écoutes téléphoniques médiévales, avant même l'existence des téléphones. Ces caractéristiques acoustiques n'étaient pas seulement des accidents heureux. Certains constructeurs de châteaux ont délibérément créé des galeries chuchotantes où le son se propageait de manière surprenante. Au château de Bodiam, la grande salle a été conçue de manière à ce que le seigneur puisse espionner les visiteurs à l'entrée. Il pouvait entendre ce que les gens disaient de lui avant même qu'il ne sache qui l'écoutait. La surveillance des médias sociaux médiévaux à son apogée. Les serviteurs ont rapidement découvert ces astuces sonores et les ont utilisées pour collecter des potins. Les premières fuites d'informations ne se sont pas produites sur des ordinateurs. C'étaient des serviteurs qui se tenaient au bon coin d'un couloir en pierre. De nombreux châteaux avaient de petits conduits d'air ou des canaux qui reliaient les pièces. Ceux-ci étaient officiellement destinés à la ventilation, mais transmettaient également les conversations d'une pièce à l'autre comme des téléphones main libre en pierre. Au château de Carisbrooke, de petits passages reliaient la salle de réunion principale à une chambre privée, parfaite pour l'écoute secrète. Les habitants intelligents des châteaux ont développé des techniques de contre-espionnage. Ils jouaient de la musique, faisaient fonctionner des fontaines ou accrochaient de lourdes tapisseries pour briser les ondes sonores. D'autres tenaient des réunions importantes à l'extérieur, où la pierre ne pouvait trahir leurs paroles. Les nobles les plus astucieux utilisaient ces astuces acoustiques pour diffuser de fausses informations. Ils organisaient des conversations privées près d'endroits où ils savaient que le son atteindrait certaines oreilles. Les fausses nouvelles médiévales n'avaient pas besoin d'imprimerie, juste des chuchotements stratégiquement placés dans des recoins respectueux de l'environnement. La phrase « les murs ont des oreilles » n'était pas seulement un dicton au Moyen Âge. Dans les châteaux de pierre, c'était littéralement vrai. Mais ces murs ne cachaient pas seulement des sons. Des fondations effrayantes, châteaux construits sur des morts. L'emplacement était tout quand il s'agissait de construire un château. Les bons emplacements étaient généralement des terrains élevés avec de magnifiques vues qui avaient été valorisés pendant des centaines, voire des milliers d'années. Cela signifiait que de nombreux constructeurs de châteaux n'étaient pas les premiers à utiliser ces emplacements de choix. Et parfois, ils construisaient directement sur des cimetières très anciens. Construire sur des sites sacrés plus anciens n'était pas une simple coïncidence. Cela envoyait un message puissant sur le nouveau dirigeant qui prendrait le contrôle de tout, y compris les lieux importants du passé. Cela économisait également beaucoup de travail. Pourquoi niveler une nouvelle colline quand il existe déjà une zone plate que quelqu'un d'autre a préparée? Le château de Leap, en Irlande, est situé sur un terrain qui était utilisé pour des cérémonies et des enterrements bien avant l'existence du château. Lors de rénovations dans les années 1900, des ouvriers ont découvert un puits souterrain rempli d'innombrables squelettes humains. Ce n'était pas une sépulture normale.
De nombreux os montraient des signes d'avoir été empalés avec des pieux. Le château lui-même avait été construit directement sur cette fosse commune. Lorsque les agents immobiliers disaient que le site avait beaucoup de caractère, ils ne plaisantaient pas. Au château d'Édimbourg, en Écosse, les archéologues ont trouvé des preuves que des gens vivaient et enterraient leurs morts sur le rocher du château au moins 3000 ans avant la construction du château actuel. Les bâtisseurs de châteaux médiévaux savaient qu'ils se trouvaient sur un ancien terrain sacré, mais ils ont quand même construit là. Les donjons de château avaient souvent fait souvent des liens étranges avec la mort. Pour économiser des efforts, les constructeurs de châteaux transformaient parfois des cryptes ou des tombes existantes en cellules de prison. Le donjon du château de Chillingham a été construit à l'origine comme une fosse commune pour les victimes de la peste. Puis, plus tard, il est devenu un lieu de détention pour les prisonniers. Parlons d'une pièce avec une mauvaise ambiance. D'abord, vous y mourrez de la peste, puis ils enferment des gens à votre lieu de sépulture. Beaucoup de châteaux avaient leur propre crypte funéraire juste sous les étages principaux. Le château de Glamis, en Écosse, a une crypte souterraine où reposent des générations d'une même famille, tandis que les parents vivants marchent et dansent dans les étages supérieurs. À l'heure des repas, la salle à manger était remplie de bruit et de rires, tandis que quelques mètres plus bas seulement, des dizaines d'ancêtres gisaient dans des tombes silencieuses. Certaines chapelles de châteaux ont été construites avec des murs minces, séparant la zone de prière des chambres funéraires. L'idée était que les morts pouvaient entendre les prières dites pour eux. Certains châteaux avaient même de petites ouvertures entre la chapelle et les cryptes, afin que l'odeur de l'encens puisse atteindre les morts. Les désodorisants médiévaux avaient beaucoup de travail à faire dans ces situations. Les histoires de fantômes de châteaux sont souvent liées à ces lieux de sépulture. Lorsque le château de Douvres a été agrandi au XIIIe siècle, des ouvriers ont perturbé d'anciennes sépultures saxonnes. Selon les registres du château, les ouvriers ont refusé de continuer jusqu'à ce que des réparations soient effectuées, car ils affirmaient avoir vu des silhouettes marcher sur le site la nuit. L'esprit médiéval ne séparait pas le monde des vivants et celui des morts autant que nous le faisons aujourd'hui. Avoir des ancêtres enterrés à proximité était considéré comme une protection, non comme quelque chose d'effrayant. Les habitants du château voyaient ces sépultures comme un moyen de revendiquer le pouvoir et l'histoire d'un lieu. Les compagnons indésirables, rats et bêtes exotiques. Alors que des restes humains pouvaient reposer tranquillement dans les murs et sous les sols, d'autres créatures de vivantes ont envahi les châteaux médiévaux. Certaines bienvenues, d'autres absolument pas. Ces forteresses médiévales ont peut-être abrité des rois et des reines, mais les rats dominaient les espaces entre les murs et sous les sols. Un seul château pouvait abriter des milliers de rats dans ses recoins. Bien que le seigneur du château puisse affirmer qu'il possédait tout ce qui se trouvait à l'intérieur des murs, les rats avaient la vraie majorité des voix. Les cuisines de château étaient un paradis pour les rats. Avec de la nourriture préparée en quantité massive et des restes souvent jetés, les rats bénéficiaient d'un buffet sans fin. Les rats médiévaux n'avaient pas besoin de faire de réservation au restaurant. Ils se présentaient simplement à la cuisine et s'installaient. La conception du château rendait le contrôle des rats presque impossible. Les murs de pierre avaient d'innombrables interstices où les rats pouvaient se faufiler, et les sols avaient des espaces entre les planches où ils pouvaient passer inaperçus. Les rats avaient essentiellement leur propre système routier secret à l'intérieur des murs, tandis que les humains devaient utiliser les escaliers comme des idiots.